Alors on le voit, l'effervescence d'initiatives d'apprentissage peut apporter justement de nouveaux champs de dynamique économique, de nouveaux champs de compétences professionnelles, avec l'enjeu derrière de les faire reconnaître, de les documentaliser, de les documenter, de les modéliser. C'est tout un enjeu pour les tiers-lieux et pour les politiques publiques. C'est aussi le champ de leur rencontre. Elle peut aussi, finalement, cette effervescence qui se joue dans les tiers-lieux aujourd'hui, être le vecteur d'une dynamique d'émancipation, qui est aussi bien au niveau culturel que de l'éducation. On sait que il y a des problèmes d'inégalité, des problèmes à atteindre, des publics de plus en plus variés, de plus en plus contrastés. Alors comment est-ce que justement cette effervescence d'apprendre, cette soif de partager qui existe aujourd'hui dans les tiers-lieux peut rencontrer les politiques culturelles, les politiques de l'éducation pour générer de nouvelles formes d'émancipation par les savoirs, par la culture et par l'éducation. On va en parler avec les invités de cette table ronde. S'ils veulent bien me rejoindre tout de suite, Frédéric Vidal est avec nous, James Chéron est avec nous, Céline Berthoumieux est avec nous, Bernard Latarjet est avec nous et normalement Franck Riester devrait nous rejoindre dans un tout petit instant. Merci à vous sous les applaudissements nourris de cette salle. Alors, je vais vous présenter les uns les autres rapidement. Voilà, pendant que vous vous saluez. Convivialité, esprit tiers-lieu, de rigueur. Frédéric Vidal, ministre en charge de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, vous nous parlerez de la manière dont certains de ces tiers-lieux peuvent et pourront, déjà de manière expérimentale et à partir de la rentrée prochaine, faciliter l'accès aux études supérieures dans des territoires qui n'ont pas d'université à proximité. Vous allez proposer pour ça notamment des campus connectés. Vous nous direz en quoi ça consiste et comment justement ça rentrera dans la dynamique du mouvement tiers-lieu. James Chéron, bonjour, maire de Montreux-Fautionne. Alors, ville de Seine-et-Marne qui déploie depuis 2 ans de manière vraiment pionnière et ambitieuse un programme de Digital Academy qui a permis à près d'une centaine d'habitants de la ville de suivre à distance des cursus universitaires partout en France depuis un tiers-lieu dédié. On ira faire un tour dans ce tiers-lieu dédié, dans cette Digital Academy. Céline Berthoumieux, directrice du ZINC, espace numérique de la Friche Belle de Mai à Marseille, espace de médiation, création, diffusion d'art numérique, qui travaille sur une grande diversité d'actions et de publics avec une démarche participative et citoyenne très forte. On en parlera ensemble. Et Bernard Latarjet, bonjour, président de l'ONDA, président de l'Association des centres culturels de rencontre. J'aime bien cette expression, parce qu'ancien ingénieur des forêts, vous dites que vous êtes passé de l'agriculture à la culture, et vous y êtes bien passé, puisque vous avez dirigé de nombreux lieux culturels, la Villette, la Cinémathèque française, et vous êtes l'auteur, il y a un peu plus d'1 an, février dernier, d'un rapport sur les enjeux du rapprochement entre l'économie sociale et solidaire et les politiques culturelles, une économie sociale et solidaire qui représente un horizon de déploiement territorial nouveau, important pour les politiques culturelles, et dont les tiers-lieux peuvent, selon vous, être des vecteurs privilégiés. On en parlera et on verra comment. Je voudrais qu'on commence tout de suite cette table ronde sur ces enjeux d'émancipation par l'éducation, d'émancipation par la culture et la manière dont ces tiers-lieux en sont les vecteurs en allant faire un petit tour. Ah, et Franck Riester arrive et est avec nous, donc j'en profite. On peut l'accueillir là aussi sous des applaudissements chaleureux. Pile à l'heure. Merci, bonjour Franck Riester, ministre de la Culture. Et vous nous direz comment les politiques culturelles peuvent mieux intégrer les dynamiques de ces tiers-lieux. Et on parlera notamment, pas que, mais notamment de ces micro-folies dont on a déjà dit quelques mots tout à l'heure. Alors, on va commencer cette table ronde par un exemple de terrain. On va aller à Marseille, je l'ai dit, du côté de chez vous, Céline Berthoumieux. On est à la Friche Belle de Mai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, beaucoup connaissent, je pense, 400 000 visiteurs par an, une ancienne usine de la Saïta, 70 structures résidences, 5 salles de spectacle, un resto, un jardin, des jardins partagés, et puis le ZINC. Alors le ZINC, c'est une association vieille de 20 ans. Les tiers-lieux, ça peut être vieux. Jadis, ce fut un des premiers cybercafés de France, jadis au temps où on disait cybercafé. Et aujourd'hui, c'est un centre de création numérique, de production d'œuvres, de médiation, de résidence d'artistes. Il y a la Biennale des imaginaires numériques que vous y conduisez notamment. On va là aussi, comme avec les autres, découvrir en quelques images un petit peu ce lieu. Je vous laisse nous raconter un petit peu, nous emmener en 2 minutes chrono dans ce ZINC, ce drôle de ZINC.
Oui, alors en effet, bon, j'ai un peu triché parce qu'on était censé avoir 4 images et Oui, j'ai mis 4 vu ça. images. Voilà. J'ai vu ça. C'est à la Marseillaise. C'est à la Marseillaise, voilà, c'est toujours un peu tendre les cadres. Donc en fait là, on voit des images en effet de la friche la Belle de Mai, qui est un lieu très ouvert et qui essaye de faire en sorte, notamment d'être très ouvert sur le quartier dans lequel il se situe, à savoir la Belle de Mai, qui est un quartier extrêmement défavorisé et qui propose des activités artistiques, culturelles, des formations. Il y a aussi également un incubateur. Et alors, en effet, Régis, vous avez souligné le fait que Zinc avait 20 ans. Nous sommes nés, Zinc, dans le cadre des politiques publiques liées aux espaces culture multimédia. C'était le ministère de la Culture en 1998. Et alors, en ce qui concernait les tiers-lieux, à l'époque, on parlait plutôt, en tout cas, c'est, je pense, un des points de départ, on l'a peu évoqué, je crois, aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle encore aujourd'hui les nouveaux territoires de l'art, c'est-à-dire comment, en fait, au moment de la désindustrialisation d'un certain nombre de quartiers, la Belle de Mai, évidemment, c'était son cas, des artistes, soit sont venus un peu spontanément, soit ont été amenés par, là, en l'occurrence, c'était la ville de Marseille, des compagnies et des structures artistiques ont été amenées à investir le lieu et le pôle artistique de la Belle de Mai. Donc là, on voit quelques images de ce lieu qui, pendant ces 25 ans, en fait, c'est aménagé au fur et à mesure des usages qui ont été faits par les artistes, avec une grosse accélération au moment de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Je suis obligée de le dire, étant assise à côté de M. Lataranger. Donc on rentre à l'intérieur. On a d'abord le Media Lab. Voilà. C'est le Fab Lab ou le Media Lab, ça? C'est le Fab Lab, ça, plutôt. Hein. Alors là, on est sur le projet plus spécifique de Zinc, avec en effet un Fab Lab qu'on a ouvert en 2013 parce qu'il nous semblait assez intéressant et impératif, à partir d'un espace culture multimédia et dans un lieu comme la Friche La Belle de Mai, d'avoir un lieu de fabrique ouvert comme un Fab Lab où on accueille tout au long de l'année, dans le cadre d'un programme hebdomadaire, différents types de publics pour apprendre à la fois utiliser les différentes machines qu'on peut trouver au sein d'un Fab Lab, imprimantes 3D, découpeuses. Vous voyez qu'on a aussi un établi, parce que quand il s'agit de prototypage, c'est pas mal aussi de ne pas être que sur les machines à commande numériques. Et au sein de ce Fab Lab à la Friche, on accueille à la fois les publics du quartier, des enfants, des adolescents, mais aussi beaucoup d'étudiants en art, et des entreprises, et aussi évidemment des artistes qui viennent utiliser le lieu comme ils le souhaitent. Et à côté, il y a le Media Lab. Et le Media Lab, il est très intéressant parce que c'est le cœur du Zinc, si je puis dire. On peut avancer à l'image suivante, voilà. Voilà. Alors là, on est sur les images des œuvres. Ça doit être la troisième. Ça doit être encore une note des photos. Là, on est sur les images des œuvres. On est sur les œuvres. Est-ce si on revient en arrière, ah bah non, on n'a pas le Media Lab. On n'a pas les 4 images. Alors on n'a pas les 4 images. Oui, le Media Lab, c'est un peu, j'ai envie de dire, notre cœur de métier, parce que c'est au sein de cet endroit-là aussi que les gens peuvent approprier le numérique et les nouvelles technologies, à la fois les machines et les contenus. C'est ce qui s'est transformé du cybercafé et qui est passé aujourd'hui au Media Lab. Et donc, contrairement au Fab Lab, là, on est plutôt sur de la PAO, des logiciels, c'est la salle propre, on va dire. Avec l'idée que vous portez fort au sein du Zinc, c'est de travailler sur les contenus, pour s'approprier un peu l'outil numérique. On ne fait pas du numérique pour faire du numérique, on fait des contenus. Et avec ça, on fait des œuvres. Est-ce qu'on peut voir les œuvres, s'il vous plaît? Image suivante. Qui se développent et qui sont très nombreuses, en fait, avec des artistes, faire par les utilisateurs aussi, les makers eux-mêmes. Et que vous diffusez aussi derrière lors de la Biennale des images numériques. Là, en plus, ce qu'on peut voir, c'est en plus des œuvres qui ont été développées, soit en effet dans un Fab Lab, soit en effet dans un Media Lab. La raison pour laquelle aussi c'est intéressant d'avoir ce panel de 4 expériences différentes, c'est qu'on voit aussi que les arts numériques aujourd'hui, et depuis plus de 20 ans aussi, sont une
représentation de l'ensemble du numérique et des nouvelles technologies et de la façon en fait dont les artistes se les approprient au fur et à mesure que le numérique et les nouvelles technologies arrivent pour en faire des œuvres et donc proposer au public aussi évidemment des représentations sensibles de ce que c'est que le monde aujourd'hui très technologique et numérique. Ouais, il y a vraiment de très belles œuvres très intéressantes. Je vous invite à aller regarder et farfouiller un peu sur le net. Le zinc produit des belles choses. Il y a du coup, derrière tout ça, une approche qui est très singulière parce que véritablement vous vous adressez à beaucoup de publics différents. Oui. Vous travaillez avec des centres sociaux, vous travaillez avec des scolaires. Oui. Et vous avez cette phrase que j'aime bien. Vous dites souvent que votre objectif, c'est d'aider à se construire en tant que citoyen conscient. Comment est-ce que cette démarche-là, au fur et à mesure des années, elle est devenue centrale dans ce qu'est la démarche de production artistique qui était celle du zinc ? Déjà, je pense que ça a toujours été au cœur du travail qu'on peut faire à Zinc depuis une vingtaine d'années. Mais je pense qu'en plus, aujourd'hui, on est dans un moment où, dans le rapport à la question du numérique et des nouvelles technologies, il est très important de pouvoir permettre à tout un chacun, en fait, à la fois de pouvoir s'approprier les outils par les usages et les pratiques qu'ils peuvent en avoir, mais aussi de pouvoir fournir, et c'est en ça qu'une approche artistique et culturelle est essentielle, des clés de compréhension, du décryptage, un esprit critique aussi sur le monde et les outils qui nous ont envahis. On est dans un temps où tous les codes sont rebattus, tous les codes ont changé en bien. Hein, on voit la journée concernant le sujet des tiers-lieux, c'est qu'on est dans une approche beaucoup plus horizontale. On est dans une idée l'idée du pair à pair, l'idée du partage, de l'accès au savoir qui se démocratise, mais aussi on est dans un monde où peut-être on peut être facilement laissé sur le bord de la route avec ces évolutions qui sont assez rapides. Et nous, ce qu'on fait avec Zinc, au sein de notre Fab Lab, nos Media Labs, mais aussi des espèces d'expositions, c'est qu'on essaye de faire en sorte que tout un chacun puisse avoir les clés de compréhension sur le monde. Il y a un travail sur les activités, il y a un travail sur les publics qui est très fort mené et sur la diversité des publics. Et finalement, j'ai envie de dire, vous avez une biennale des imaginaires numériques qui réunit jusqu'à 50 000 personnes, qui travaille avec des lieux comme le FRAC, le Pavillon Noir à Aix-en-Provence, etc. Mais quelle est votre place et comment vous réussissez finalement à faire la collaboration avec ce que sont les instituts culturels, l'offre culturelle institutionnelle? Est-ce qu'elle vient chercher chez vous un savoir, une ingénierie, notamment autour de ces publics, qu'elle n'a pas et que vous développez? Moi, je pense. Je pense en effet qu'aujourd'hui, les grosses institutions culturelles se posent la question de leur transition numérique. C'est un sujet qui est important pour elles, comme tout un chacun. Et je pense que dans un rapport qu'elles peuvent avoir avec le secteur des arts et des cultures numériques, dont on est un des acteurs un peu pilote, elles trouvent des réponses en effet, que ce soit sur comment s'adresser à des nouveaux publics, décrypter aussi les digitaux natifs, c'est quoi leur pratique culturelle aujourd'hui, et puis aussi par l'intermédiaire en effet de programmation artistique, parce que comme vous avez pu le voir avec le panel d'œuvres qui a été montré dans le champ des arts numériques, on est aussi très transversaux dans la question de la création et des différentes disciplines. Donc je pense qu'ils viennent chercher chez nous une manière aussi une sorte de décloisonnement, un décryptage aussi du monde en régime numérique, mais une manière d'appréhender la question de l'art et de la culture d'une façon peut-être un petit peu plus contemporaine. Alors, votre voisin, Monsieur Latarjet, doit écouter avec tout ça, parce qu'il connaît bien Marseille, mais parce que tout ce que vous dites et ce que vous racontez exprime beaucoup aussi ce qui est le cœur de son rapport sur ces tiers-lieux culturels qu'on appelle aussi lieux intermédiaires, qui se développent depuis un certain nombre d'années, que vous êtes allé explorer, un peu comme Patrick Lévivel s'est allé explorer en Tour de France les tiers-lieux. Vous êtes allé voir ces lieux intermédiaires pour voir ce qui existait, ce qui se faisait, et comment ça dialoguer ou pas avec les politiques culturelles et l'offre culturelle existante. Et vous avez un constat qui est un peu difficile. Hein. Vous dites que le paysage de l'action culturelle en France, il s'est déployé, mais il a peu évolué, je vous cite. Et puis surtout qu'il a raté le virage de l'émancipation des territoires et des publics, qui était pourtant l'une de ses ambitions premières. Est-ce que ce constat est sévère et en quoi aujourd'hui cette notion d'émancipation est essentielle pour l'avenir de ces politiques culturelles ?
Oui, bien entendu, il est sévère. Ce que nous avons voulu dire au terme de cette exploration du paysage des tiers-lieux, c'est qu'il révélait à quel point, au cours des dernières décennies, l'exigence de la création, l'exigence d'excellence de cette création et l'exigence de diffusion de cette excellence l'avaient emporté sur l'exigence de l'émancipation, de l'éducation et de ce qu'on a appelé pendant très longtemps l'action culturelle. L'action culturelle a été dévalorisée au motif d'une instrumentalisation sociale de l'artiste, au motif de la médiocrité des œuvres qui en serait le résultat. On a trop opposé ce qu'on a appelé de façon excessivement péjorative le socio-cul à la création à son plus haut niveau de qualité. C'est ce que nous avons voulu montrer, alors que ce déséquilibre, cette coupure était de plus en plus contredit par les nouvelles transformations sociales. On a souvent dit, entre nous opérateurs de la culture institutionnelle, que cette culture était naturellement créatrice de liens sociaux. Ce n'est pas forcément vrai. Les mouvements récents nous ont montré au contraire qu'une certaine forme de culture très institutionnalisée pouvait être considérée comme réservée à l'entre-soi d'une élite qui, certes, s'accroît grâce à la démocratisation, mais dont la fracture avec le reste de la population ne cesserait de s'aggraver. C'est sur ce constat du déséquilibre, sinon de la coupure entre création et émancipation que nous avons assisté, en montrant que justement les tiers-lieux étaient une réponse à ce déséquilibre. Une logique, et il y a un mot que vous employez qui est beau, vous dites on passe d'une logique de démocratisation culturelle à une demande de démocratie culturelle, où finalement on ne donne pas accès au plus grand nombre, mais chacun est aussi acteur, porteur d'une certaine manière de culture. C'est pour ça que je dis que les tiers-lieux, ils ne sont pas les seuls, mais que les tiers-lieux sont porteurs d'une nouvelle étape de l'histoire de l'aménagement culturel du territoire. Comme vous venez de le dire, ils sont les acteurs, parmi les acteurs essentiels du partage de la démocratisation, accroître le public des œuvres majeures, comme disait Malraux, à la démocratie, c'est-à-dire des habitants, des citoyens de plus en plus acteurs de leur propre culture. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, c'est le complément de l'exigence de création par ces tiers-lieux avec l'exigence de territoire, l'enjeu de territoire et l'enjeu d'éducation. La troisième évolution que portent ces tiers-lieux, c'est le passage du monodisciplinaire, dans ce qu'il peut avoir d'un peu académique, au pluridisciplinaire, au transversal, à l'hybride dans les modèles artistiques et culturels eux-mêmes. Le quatrième passage, c'est le passage d'une logique de gouvernance très pyramidale et très autoritaire à un mode de gouvernance beaucoup plus collectif, coopératif et participatif. Et enfin, la dernière transformation, c'est celle d'un modèle économique qui soit est complètement dépendant des subventions publiques, soit complètement lié aux contraintes de l'économie marchande, dans sa logique purement compétitive, à une troisième voie des modèles économiques, qui est celle de l'économie sociale et solidaire, dans laquelle on ne dissocie pas la dimension service public de la dimension de production de biens et de services, production des biens et services qui peuvent justement contribuer à une moindre dépendance des activités purement d'intérêt général des financements publics. On va chercher de nouveaux publics, on va chercher aussi de nouvelles ressources de ce fait-là. Il y a aujourd'hui ces lieux intermédiaires qui portent bien leur nom, la question de trouver un peu leur place dans les politiques culturelles, trouver leur place aussi dans l'écosystème des tiers-lieux d'une certaine manière. Alors, vous n'êtes pas leur représentant officiel, bien évidemment, mais vous les connaissez bien. Qu'est-ce qu'ils attendent un petit peu aujourd'hui, à la fois d'accompagnement, en termes d'accompagnement des politiques publiques? Il ne faut pas non plus les institutionnaliser à la place des institutions, ce n'est pas l'enjeu. Ils sont non qualifiés, ils veulent le rester, mais de quoi ils ont besoin par rapport aux politiques publiques, et puis de quoi ils peuvent aussi avoir besoin par rapport à ces gens qui sont là aujourd'hui, à cet écosystème des tiers-lieux plus généraliste. Alors, Lévy-Vetch le disait tout à l'heure, quand on lui posait cette même question, le principal besoin tel qu'il est exprimé aujourd'hui par les collectifs de ces tiers-lieux culturels, c'est celui de la reconnaissance, de la juste reconnaissance par les pouvoirs publics, par les pouvoirs politiques, par le monde économique, de ce qu'ils représentent quantitativement et qualitativement. C'est
je parle du seul secteur culturel. Hein. Il y a 32 lieux intermédiaires culturels dans la région Île-de-France, il y en a 11 dans la métropole lyonnaise, il y en a 25 dans la seule région de Normandie, bon, etc. Donc ils représentent aujourd'hui quantitativement l'un des acteurs majeurs et non pas marginaux de la production et de la diffusion culturelle sur les territoires. Donc cette reconnaissance. Puis la reconnaissance aussi qualitative, c'est-à-dire la contribution qu'ils apportent effectivement, à la fois sur le plan de l'activité culturelle et de tout ce qui lui est désormais lié, c'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle pour les publics de ce territoire, l'articulation avec l'ensemble des acteurs politiques et économiques de ces territoires. Alors cette reconnaissance, elle est en marche. Hein. Le ministre pourra en témoigner tout à l'heure pour ce qui concerne ces services. Elle est en marche, cette reconnaissance. Je vous encourage à lire cet exemplaire remarquable de l'Observatoire des politiques culturelles qui est consacré aux lieux culturels, justement dans l'évaluation critique, évaluation critique de ce qu'ils représentent et de la valeur qu'ils apportent. Le ministre a cité tout à l'heure la réalité de la valeur apportée par ces lieux, de la valeur qu'ils apportent. Alors justement, quelle place, Franck Riester, ces lieux intermédiaires, ils sont nombreux, hein, le 104, le Manège, la Friche et bien d'autres, qui adressent une pluralité d'activités, une pluralité de publics. Quelle place aujourd'hui est-ce qu'ils peuvent trouver dans le champ des politiques culturelles? Comment est-ce que vous pouvez mieux les accompagner? Et je dirais aussi en quoi est-ce que pour vous, ils sont un moteur de régénération de ces politiques culturelles aujourd'hui? Merci et bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de rebondir sur ce qu'a dit M. Latarjet, qui a fait un rapport remarquable et qui nourrit beaucoup notre réflexion actuelle, tant sur les politiques que sur l'organisation effectivement de notre ministère. C'est une place importante, on en est complètement convaincu, j'en suis complètement convaincu, qu'ont pris et que vont prendre ces tiers-lieux, et ces lieux qui déjà structurent l'activité culturelle de nombreux territoires. Et pour les accompagner, il faut qu'on adapte effectivement notre organisation et nos politiques. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de transformation du ministère de la Culture, nous allons donner un pouvoir beaucoup plus important aux DRAC de décision, d'accompagnement, dans la diversité de l'accompagnement financier, bien sûr, mais pas seulement financier, parce qu'on voit bien que les problématiques de ces tiers-lieux ne sont pas simplement financiers. Ils sont c'est l'articulation avec tous les acteurs d'un territoire, collectivités territoriales, entreprises, acteurs publics, parapublics, qui doivent être pris en compte. Et les DRAC doivent être beaucoup plus des accompagnateurs qu'ils l'ont pu l'être aujourd'hui de ces tiers-lieux. Puis deuxièmement, c'est au sein même de l'organisation, la direction centrale du ministère, c'est de structurer une direction spécifique sur tout ce qui concerne la démocratisation culturelle, sur tout ce qui concerne la transmission et tout ce qui concerne la coordination territoriale de ces politiques culturelles. Alors ça c'est une grande idée, maintenant il faut qu'on la mette en œuvre, il faut qu'on en discute avec les différents acteurs locaux et nationaux, avec les organisations syndicales, mais vraiment on veut se doter à la fois avec davantage de déconcentration des décisions et à la fois avec une direction spécifique, se doter d'un outil beaucoup plus adapté aux besoins de ces tiers-lieux. Deuxièmement, ça correspond, et c'est pour ça qu'on va aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, correspond parfaitement à ce que nous voulons faire en matière culturelle, c'est-à-dire de mettre les artistes et la création artistique au cœur des territoires. C'est pour ça qu'on est en train de mettre en place un dispositif de quartier culturel créatif avec mes homologues de la cohésion des territoires. C'est la raison pour laquelle on veut développer le Pass Culture, parce qu'on considère que c'est un moyen de mieux référencer toutes les offres culturelles, et notamment de ces tiers-lieux sur un territoire. C'est la raison pour laquelle on veut développer les microfolies. Les microfolies, c'est une forme de tiers-lieu qui doit pouvoir être davantage développée. On en a 200 qui sont en cours. On a la volonté, là aussi, avec Jacqueline Gouraud, Julien de Normandie, Sébastien Lecornu, de les développer largement pour qu'on arrive d'ici 2-3 ans à 1000 microfolies sur le territoire. Et donc, on voit bien que mettre les artistes au cœur des territoires correspond exactement à la philosophie des tiers-lieux qui permettent, et on le voit ici, on le voit à Marseille, on le voit dans tous les tiers-lieux qui existent, mettre les artistes au cœur de la problématique d'organisation de l'activité culturelle. Deux petits points par rapport à ça. Un premier, pour
parce que certains tiers-lieux intermédiaires avec qui j'ai pu discuter pour ce rendez-vous m'ont dit oui, les drags c'est bien, ils aimeraient bien, mais ils ont des cases. Et nous, on est non qualifiés, donc on rentre pas dans les cases. Donc parfois, ils nous trouvent un bout de case à droite, un bout de case à gauche. Donc, et la drague va vous dire, oui, moi j'aimerais bien les aider, mais j'ai des cases. Donc comment est-ce qu'on peut mobiliser finalement ces acteurs de bonne volonté parfois, mais qui sont pris dans ce qui peut être considéré comme des formes de carcan un peu de l'offre culturelle héritée de longues années. Oui, qui est un dispositif qui continue d'avoir sa pertinence, mais il faut le faire évoluer. Et je vous dis, ça passera par davantage de moyens de décision, d'accompagnement au niveau local. Ce n'est pas au niveau de Paris qu'on va pouvoir décider d'accompagner à Marseille le zinc avec une spécificité particulière et avec la distance qui fait qu'on connaît forcément moins bien la pertinence d'accompagner ce lieu. Et donc en donnant du pouvoir de décision aux DRAC, ce qu'ils n'ont pour les décisions individuelles pas suffisamment, on va pouvoir leur donner la possibilité de sortir un peu du cadre des labels existants qui doivent continuer d'avoir leur pertinence nationale, et donc de pouvoir accompagner tel ou tel tiers-lieu sur le territoire. Et deuxièmement, en structurant une direction spécifique au niveau du ministère de la Culture autour de ces questions de transmission, autour de ces questions de coordination territoriale, autour de ces questions de présence des artistes dans les territoires, on va pouvoir avoir une réflexion beaucoup plus avancée pour accompagner aussi ces tiers-lieux et leur faire partager des bonnes pratiques et de mieux discuter, mieux échanger avec les collectivités territoriales, avec les acteurs publics ou parapublics, avec les entreprises. Et c'est ça, c'est une nécessité de ne pas remettre en cause les politiques qui existent déjà dans le cadre de la Direction générale de la création artistique, par exemple, qui a complètement encore évidemment sa pertinence, mais de pouvoir aussi prendre en compte l'évolution des besoins de tous ces artistes, de tous ces tiers-lieux, dans l'accompagnement et dans la réflexion. Et d'un autre mot, les microfolies. Alors, Montreux, vous allez en avoir une à la rentrée. On avait tout à l'heure, je crois que c'était Saint-Omer qui nous disait aussi qu'ils en avaient une. Donc, on voit que c'est un mouvement. Il y a quelque chose qui se crée autour de ces microfolies. Et il va en avoir beaucoup. Il y en a aujourd'hui un nombre encore limité. Alors, il va y en avoir dans des cinémas, il va y en avoir dans des écoles. Il y en a des nomades, il y en a des fixes. Elles ont la bougeotte, elles ont des formes très différentes. Dans quelle mesure, c'est pas forcément des tiers-lieux, mais elles vont permettre de créer cette dynamique, c'est-à-dire d'avoir de nouveaux acteurs, de nouveaux publics, de plus être dans une dynamique d'offre culturelle un peu silotante d'une certaine manière. Elles vont construire cet état d'esprit dont vous parlez. Oui, vous avez la réponse est dans la question. C'est vrai que c'est un dispositif qui permet de mettre dans un lieu qui peut être très différent, un musée numérique, des activités de réalité virtuelle, une scène, des endroits de convivialité, des Fab Labs, et donc de mobiliser des acteurs pour que dans un lieu, des acteurs culturels, des acteurs publics ou parapublics, des collectivités territoriales, que dans un lieu, on puisse réunir des artistes, des jeunes, des moins jeunes, des associations, des membres de collectivités territoriales autour de la culture et autour des arts. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est un endroit, du coup, il y a une vraie dynamique, d'ailleurs comme on le voit dans les tiers-lieux, clairement, une dynamique sociale qui se met en place, avec des gens qui finalement sont ravis de rencontrer d'autres et montent ensemble des projets. Ça permet que des jeunes rencontrent une association du 3e âge qui va les aider à faire des t-shirts qui ensuite vont être utilisés pour faire le spectacle dans l'école et ensuite avec le conservatoire de musique. Et bref, ça crée du lien entre tous les acteurs, ça contribue vraiment à décloisonner les activités culturelles sur un territoire. Mais là aussi, il faut vraiment faire du sur-mesure. Et c'est pour ça qu'on donne la main aux collectivités territoriales qui peuvent vraiment, en fonction de la connaissance très fine qu'elles ont du territoire, adapter la microfolie au bon endroit où c'est nécessaire, où ça sera pertinent, et en impliquant les bons acteurs. Ça peut être dans une bibliothèque. Nous voulons aussi faire en sorte que les bibliothèques soient davantage encore les têtes de pont de la culture dans les territoires.
en les ouvrant plus, en faisant en sorte qu'elles proposent davantage, et notamment qu'il y ait des artistes là aussi qui viennent davantage dans les bibliothèques. Et ça peut être l'endroit, dans telle ou telle médiathèque ou bibliothèque, un bon endroit pour installer une microfolie. Un autre endroit, ça sera peut-être un local en plein centre-ville, dont la collectivité se dit que ça peut être un bon endroit pour avoir des activités culturelles, mais c'est pas trop quoi faire, et se dit tiens, on va mettre une microfolie. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est pour ça que l'EDRAC, dans leur rôle de proximité, auront la possibilité d'accompagner les collectivités pour ce faire. Alors, un enjeu de l'émancipation se fait autour de l'activité, l'effervescence culturelle de ces tiers-lieux, et puis l'effervescence de l'apprentissage et l'effervescence de l'enseignement qui s'y fait et qui peut s'y faire encore plus. On en parlait tout à l'heure, bien évidemment, avec François Tadei. Dans quelle mesure, justement, ça peut aussi être un lieu facilitant l'accès aux études supérieures, alors aux révisions avec les bibliothèques bien évidemment, mais faciliter même le fait de pouvoir faire des cursus universitaires qu'on n'imagine pas parce qu'ils ne sont pas à côté de chez soi. C'est cette idée, cette belle idée qui est venue de cette petite ville de Montreux-Fauthion. On est, vous connaissez la Seine-et-Marne, hein, on a 2 Seine-et-Marnais qui sont là, c'est un peu plus au sud de... C'est le sud de... C'est la Riviera de la Seine-et-Marne, on peut dire, un peu, Montreux-Fauthion. Voilà. Et James Serron, vous y êtes, vous en êtes le maire et vous avez porté ce projet de Digital Academy qui a été créé à l'époque avec Yves Gégaud, qui était le maire à l'époque de la ville. L'idée est simple, je disais, c'est proposer dans un tiers-lieu dédié des formations à distance à des centaines de cursus universitaires pour des habitants de la ville, dont pour qui l'université n'est pas à la porte à côté. L'université de référence, c'est Marne-la-Vallée, c'est 1h45 et c'est 0 étudiants de Montreux-Fauthion qui y sont inscrits. Donc voilà, le tableau est posé. Alors elle a accueilli 30 élèves l'année dernière, une quarantaine cette année, devant en accueillir jusqu'à 80 jeunes dans les années à venir. Là encore, je voudrais qu'on aille faire un tour parce que les tiers-lieux, il faut les voir pour les raconter dans cette Digital Academy. 1, comment vous est venue l'idée? Et 2, à quoi ça ressemble une Digital Academy? Faites-nous un peu la visite. Bien, bonjour. Merci de m'accueillir et de me permettre de présenter effectivement la Digital Academy. La Digital Academy, elle est issue d'une connaissance du territoire. On est exactement dans ce qui émaille tous les échanges depuis cet après-midi. On est dans du bottom-up, on est dans de l'expérimentation, de l'initiative prise au local pour répondre à un enjeu local. Vous voyez sur l'image qui vous est présentée juste au-dessus de nous, les locaux de la Digital Academy. Nous sommes au cœur d'un quartier politique de la ville que Julien de Normandie, qui était avec nous une grande partie de cet après-midi, connaît bien. Et dans ce quartier, nous rencontrons la population du quartier rencontre de multiples difficultés et nous avons 2 types de réponses. Nous essayons de traiter à la fois l'urbain, c'est les questions de rénovation urbaine que nous avons initiées il y a très nombreuses années avec Jean-Luc Borloo, qui sont poursuivis aujourd'hui avec Julien de Normandie. Et puis, au-delà de l'urbain, la pierre, le décor, en fait, le cadre de vie, il y a l'humain. Et dans l'humain, nous avons, un certain nombre de constats dans notre commune, des constats qui sont partagés par d'autres et auxquels il y a un certain nombre de réponses. C'est par exemple celui du décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, c'est un sujet traité partout et par tout le monde. Mais nous avons fait le constat que les élèves un peu plus grands, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bac, eh bien, lorsqu'ils habitent à Montreux, ils ne poursuivaient pas leurs études dans les mêmes conditions que les étudiants d'autres territoires. Et je vais prendre un seul exemple. À Paris, quand on est bachelier, eh bien 80% des bacheliers de Paris poursuivent des études supérieures. À Montreux, nous sommes à peine à 50%. Il n'y a pas de raison que nos jeunes bacheliers, à qui on peut penser aujourd'hui, ceux de Montreux et les autres, il n'y a pas de raison que nos bacheliers soient moins motivés ou moins intelligents et qu'ils poursuivent moins leurs études supérieures. Alors nous avons regardé les critères, les raisons pour lesquelles ils ne poursuivaient pas leurs études. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de distances. Il y a la distance géographique. Notre université de rattachement, elle est dans le même département, mais tout au nord, encore plus au nord que Coulommiers. Il n'y a pas de moyen de transport. Et il faut effectivement repasser par Paris. Il y a quasiment 2 heures de transport le matin, le soir. Je ne suis pas certain que vous-même ou moi-même le faisions chaque jour. Et les étudiants, évidemment, n'y arrivent pas. Et puis, il y a la distance financière ou économique. Je vous le disais, si la Digital Academy est au cœur du quartier politique de la ville, c'est que nous avons un quartier politique de la ville. Et nous avons à Montreux la population la plus pauvre d'Île-de-France.
Ça n'est pas Pantin, ça n'est pas en Seine-Saint-Denis, c'est à Montereau, même si c'est un peu moins dans le viseur. À Montereau, nous avons l'indice de développement humain le plus faible et nous avons, au regard du nombre d'allocataires du RSA, le 3e taux de précarité d'Île-de-France. Il y a donc une barrière financière qui est extrêmement importante. C'est le tableau un peu qui appelle à cette Digital Academy. L'idée est née en 2016, elle se met en œuvre début 2017 et avec le constat que d'un côté, il y a ces décrochages et puis de l'autre côté, il y a des formations à distance qui se développent de plus en plus. Donc, allons-y. Mais allons-y avec cette idée du tiers-lieu, avec cette dynamique du tiers-lieu. Je voudrais vraiment qu'on insiste dessus et qu'on voit à travers cette image et la suivante aussi, si on peut voir à quoi ça ressemble. C'est pas un local avec 2 plantes vertes, des ordinateurs et puis un cookie. C'est vraiment un lieu de vie et de savoir joyeux que vous avez créé. Et oui, une fois qu'on a dressé le constat, c'est quelle solution on essaie d'y apporter. Alors vous le disiez il y a un instant, souvent il faut remplir des cases, il faut cocher des cases. Là, nous ne pouvions remplir aucune case, les dispositifs n'existaient pas. Donc on s'est dit il y a 2 solutions. Soit, comme beaucoup d'élus, on fait des pieds et des mains pour avoir un bout d'université chez nous. Ça va nous prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, et puis on aura peut-être un petit UFR pour préparer un diplôme sur une licence, et puis les étudiants de notre territoire n'ont pas tous envie de faire la même chose. Et deuxième alternative, on fait venir l'université, mais l'université dans le cadre des études à distance. Donc au lieu d'avoir un seul UFR, d'avoir hypothétiquement dans un certain nombre d'années un seul UFR, on va profiter de ce que les universités, le CNED, un certain nombre d'écoles proposent au titre des études à distance. Et nous allons créer notre tiers-lieu. Et aujourd'hui, effectivement, vous le voyez, vous avez vu l'extérieur, vous voyez maintenant l'intérieur, nous avons comme une université, comme un centre d'études universitaire, comme une bibliothèque universitaire, avec des postes de travail, avec des salles à taille humaine, avec un lieu de vie. Je ne sais pas s'il y a des photos peut-être de la cafétéria. Non, il n'y a pas de photo de la cafétéria. Alors, il y a une petite cafétéria, un jardin. Nous avons même un jardin partagé. Nous avons un chat dans la Digital Academy qui est pris en charge par les étudiants. Et chacun est inscrit exactement dans le cursus qu'il souhaite. Auprès de l'université d'Aix, auprès de l'université de Clermont, auprès de la Sorbonne, auprès du CNED, pour poursuivre les études qu'il a choisies dans le cadre effectivement d'un suivi très personnalisé, en amont avec son lycée et surtout après avec nous. On peut, à la Digital Academy, tiers-lieu le premier, mais il va s'en ouvrir, Madame la Ministre, très prochainement plusieurs dizaines grâce à vous. On peut étudier à la Digital Academy de Montereau plus de 1000 formations qui préparent à 1000 diplômes, qui ne sont pas des sous-diplômes, ce sont les diplômes des universités. Pour lesquelles ils ont une carte d'étudiant universitaire, hein, d'ailleurs. Exactement, aussi. Ils ont leur carte d'étudiant, ils conservent leur droit à bourse, ils passent les mêmes examens, ils ont les mêmes formations, ils passent les mêmes examens et ils ont les mêmes diplômes que les étudiants en présentiel. La clé et l'esprit un peu tiers-lieu, c'est ce cadre, c'est ce lieu où ils viennent, et puis c'est l'encadrement qu'il y a derrière. Alors ça, c'est pas les encadrants, il y a des équipes de coachs et d'encadrants, là on voit la ministre qui vient, qui est venue faire, mais on voit l'espace de rencontre. C'était pour montrer cet espace aussi commun où il peut y avoir des débats, où il peut y avoir des rencontres. Il y a surtout autour de ces élèves des encadrants, 1 pour 10 élèves, et puis une équipe de coachs qui les accompagne. Ils font quoi en fait, les coachs et les encadrants? Ça sert à quoi en fait? Ils les surveillent, ils les contrôlent, c'est des pions? Ils sont la clé de la réussite sans être des pions, ou alors ce sont les pions majeurs, pas les pions au sens du lycée. Nous avons consacré un lieu qui est dédié aux étudiants. Nous avons équipé ce lieu avec les matériels que vous avez vus. Et surtout, nous avons effectivement mis en place un encadrement de qualité. C'est-à-dire que ces étudiants suivent leur cursus à distance. Le contenu académique, pédagogique est délivré par leur université de référence et le suivi est fait par un enseignant de l'université ou par un enseignant du CNED. Par contre, en termes de suivi méthodologique, de motivation, de respect des horaires, eh bien là, nous avons des coachs, à raison à peu près d'un coach pour 10 étudiants, qui va les aider à tenir le coup. Et le résultat est absolument criant, on a peu de recul, nous sommes à la 2e année, mais nous n'avons pas de décrochage. Et non seulement nous n'avons pas de décrochage, mais en plus nous avons des bons taux de réussite. Et quand le CNED vient nous voir il y a quelques mois en disant c'est quand même assez exceptionnel, les étudiants qui sont inscrits chez nous en études à distance, vous connaissez tous le CNED, ceux qui s'inscrivent en première année, au bout de quelques mois on a 40% de taux de chute, parce que c'est difficile d'étudier tout seul chez soi de façon isolée. Et le directeur du CNED me disait c'est 40% de façon globale, et chez vous à la Digital Academy, de nos étudiants inscrits au CNED, c'est 4% de chute.
Et encore, ce n'est pas vraiment des chutes parce qu'on a eu des réorientations. Donc on voit que le suivi personnalisé, il permet de tenir le coup en termes de motivation, d'implication, de régularité dans le travail, de méthodologie. Et les résultats sont là, puisque sur la première année, l'année 2017-2018, nous avons eu 75% de réussite chez nos étudiants qui étaient inscrits en première année de leur cycle d'études, ce qui, je crois, Madame la Ministre, est relativement supérieur au taux de réussite des universités ou du PET de façon générale. Alors justement, Frédéric Vidal, de cette expérience, cette belle expérience seine-et-marnaise qui s'est montée, vous avez un peu pris inspiration. Le constat de base est un peu le même aussi sur ce décrochage que vous voyez à travers Parcoursup pour lancer un programme que vous avez présenté il y a quelques semaines, de campus connectés, de cœur de territoire notamment, pour essayer de développer ce type de formation-là. Alors quelle forme ça peut prendre aujourd'hui sur d'autres territoires, et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, je dirais, dans ce programme de Digital Academy? On vous voyait tout à l'heure le visiter. Alors, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'avais sous les yeux une chose qu'on avait théorisée, c'est-à-dire ce qu'on a observé, c'est que beaucoup de jeunes souhaitent accéder à l'enseignement supérieur. Pour certains, il faut qu'on les aide à bouger eux-mêmes, parce qu'ils sont aussi en recherche de mobilité. Pour d'autres, il faut qu'on amène les formations vers ces jeunes. Parce que pour des raisons diverses, ils ne peuvent pas bouger. Je dis diverses parce que ça peut être des raisons financières, ça peut être aussi des raisons familiales, ça peut être aussi l'environnement, l'autocensure, le fait qu'on n'imagine pas qu'on peut faire des études supérieures, même si on en a très envie. Et donc, c'est pas juste une petite inspiration qu'on a pris. Je crois qu'on s'est inspiré de quelque chose qui marchait, qui avait été effectivement pensé, je reviens à ce que disait Madame tout à l'heure, qui avait été pensé sur le territoire et par le territoire. Et donc, on a gardé ça aussi. C'est-à-dire que tous les campus connectés qui ouvriront à la rentrée, on en ouvre une dizaine supplémentaires, puisque le campus aura le label Campus Connecté, bien sûr, c'est quand même la moindre des choses, vu que c'est lui qui nous a inspirés. On a construit ces campus avec les collectivités. C'est-à-dire, on leur a demandé, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui savent quel type de public, quel type de jeunes. Il y a un fonds, il y a une aide, il y a une aide financière. Oui, absolument, il y a une aide financière, il y a une aide à l'ouverture, ensuite il y a une aide par étudiant, et puis il y a aussi une aide pour les universités qui sont en support, puisque le principe et ce qui fonctionne, c'est que ce sont des formations à distance, les étudiants sont inscrits dans les établissements qui proposent ces formations. Il y a du tutorat qui est assuré, du tutorat, j'allais dire, académique, assuré par ces établissements. Et puis, il y a du tutorat de proximité, vraiment de l'encouragement, de la bienveillance. C'est vraiment ce qu'on a vu aussi, une connaissance très fine des jeunes, de leur personnalité, des moins jeunes aussi. Et puis, ce sont des lieux aussi dans lesquels j'espère qu'on pourra développer ce qui est cher à François Théi et qui m'est aussi très très cher, c'est-à-dire qu'enfin nous arrivions à avoir une vraie formation tout au long de la vie, une vraie validation des acquis de l'expérience dans notre pays. Pour ça, il fallait modifier un peu les structures des diplômes, c'est ce que nous avons fait l'été dernier. Les diplômes se déclinent en blocs de connaissances, mais aussi en blocs de compétences. Et donc l'idée, c'est que ces compétences, elles peuvent être acquises d'un seul coup, par morceaux, dans le temps, en partie au sein des campus connectés ou des écoles et des universités, en partie parce qu'on a exercé une profession, parce qu'on a tenté quelque chose. Et donc voilà, c'est vraiment cet objectif-là, c'est de reconnaître l'ensemble de l'investissement de chaque étudiant, quel que soit son âge, pour construire son diplôme. Ce qu'on disait tout à l'heure dans la table ronde avec François Théi, c'est que cette ère des tiers-lieux, c'est une ère où il n'y a plus des lieux qui ont le monopole du savoir et qu'ils se partagent beaucoup plus. Et on le voit, c'est logique de savoir. En même temps, ce qui est étonnant, par exemple à Montreux, c'est que les cours, ils les suivent écrits.
ils ne sont pas filmés. Et vous m'avez dit, James Chéron, c'est parce que les universités ne filment pas les cours. Elles renaclent encore à ça. Est-ce que finalement, les universités, et François Teddy les appelait tout à l'heure à se mettre finalement à l'heure de ces nouvelles logiques d'apprentissage, à ces logiques partagées de tiers-lieux, il n'y a pas encore tout de même un chemin à faire pour qu'elles descendent un petit peu aussi peut-être d'une vision où au final c'est tout de même elles qui ont le savoir? Alors en fait, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, beaucoup des diplômes qui sont présents à Montreux sont des diplômes du CNED, et c'est vrai que traditionnellement, ce sont des documents écrits. Ce qu'on rajoute dans les campus connectés, c'est 60 formations de licence diplômantes qui ont été vraiment construites pour être suivies à distance et qui correspondent effectivement à des cours en ligne, à des capsules en fait de cours en ligne. Dans les universités, ça fait un petit moment qu'on s'est posé la question de la formation à distance ou plutôt de la formation hybride, c'est-à-dire du présentiel et de la formation à distance, parce que le contact humain est essentiel pour l'apprentissage. Il faut qu'on ait le regard bienveillant de l'enseignant qui accompagne et qui dit « bravo, tu as réussi ». C'est très important. Ça, un ordinateur ne le donne pas encore complètement, on va dire. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, il y a eu plusieurs initiatives. On a les universités numériques thématiques, on a Fun, on a beaucoup d'initiatives comme ça. Mais ce que les gens faisaient, c'est qu'ils déposaient des cours complets. Or, un cours, c'est quelque chose qu'un prof construit et qu'il doit lui-même s'approprier. Et c'est quasiment impossible d'utiliser 2 heures de cours faites par quelqu'un d'autre pour son propre enseignement. Et donc là, on les pousse plutôt à faire des petites capsules de 5-10 minutes que chaque prof ensuite peut prendre, assembler et proposer à distance. Donc c'est une autre façon de penser la formation à distance, beaucoup plus interactive, beaucoup plus dynamique. C'est pas juste des cours filmés, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment des choses qui sont conçues pour l'enseignement à distance, et c'est encore une autre pédagogie. Et les établissements s'y lancent, bien sûr, et on les accompagne, y compris financièrement, parce que ça prend du temps. Et ce sont de nouvelles compétences aussi à développer dans les établissements du supérieur. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle à nos différents participants, intervenants sur ces enjeux culturels, sur ces enjeux d'éducation aussi et d'accès à l'éducation et à la culture? Est-ce que vous avez des questions aux uns aux autres? Oui, madame, si vous pouvez vous présenter d'un mot. Bonjour, je m'appelle Ophélie Desrolles, j'ai cofondé le WIP. J'ai cofondé le WIP, qui est une association, une société coopérative qui développe le projet de la Grande Halle à côté de Caen, à Colombelles, dans une ancienne friche industrielle. Et j'anime également le réseau des tiers-lieux normands, avec un certain nombre d'autres tiers-lieux, et l'accompagnement de la région de Normandie. Alors je voulais juste reprendre ce qui a été dit à la fois lors de cette table ronde et puis tout au long de la journée sur la spontanéité, l'engagement bénévole dans le développement des tiers-lieux et dans cette capacité justement à intégrer au fur et à mesure de leur développement des projets qui n'étaient pas forcément prévus, des projets culturels, des projets de formation, des projets d'inclusion, des projets de microfolie en l'occurrence, dans la Grande Halle il va y en avoir une aussi. Mais cette phase d'amorçage, ce qui permet cette capacité à intégrer des nouveaux projets, c'est qu'au départ, il n'y a pas une page déjà écrite avec un programme arrêté. Et cette phase d'amorçage, elle se fait souvent au risque du porteur de projet qui se réunit à plusieurs sur une volonté de faire projet de territoire, autour de valeurs, autour de justement créer du lien social, un accès à la culture pour tous et un mieux travailler ensemble. Et donc, je me questionne et j'espère qu'une partie des 45 millions de fonctionnement qui ont été annoncés tout à l'heure porteront sur cette phase d'amorçage sans que tout soit écrit au préalable et qu'ensuite, une fois que cet amorçage s'est fait, dans la phase de développement, on garde encore une marge de manœuvre pour pouvoir intégrer des nouveaux projets, pour faire de la transversalité entre plein de dispositifs qui existent aujourd'hui, mais dont en effet, un coup il faut rentrer dans une case, un coup il faut rentrer dans une autre case, et que donc il est important
que cette phase d'amorçage qui des fois peut durer relativement longtemps parce que le temps qu'un projet se monte, le temps que les collectivités décident d'investir dans la réhabilitation de leur propre patrimoine, ça peut prendre du temps et qu'il y en a un certain nombre qui jettent l'éponge parce que c'est long et c'est difficile. Un mot peut-être sur l'amorçage, c'est l'expérimentation aussi, c'est comment on finance sur ces types de lieux-là ces approches ouvertes et où on est au moment de l'expérimentation, de la gestation. C'est très juste, mais c'est à la fois la force et la faiblesse de ces tiers-lieux. La force, c'est l'initiative de quelques-uns ou quelques-unes qui se regroupent, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont le même projet et qui savent que c'est compliqué, mais qui ont une énergie folle, qui ont une expérience individuelle et collective qui leur permet de pousser les barrières habituelles qui empêchent la création de ce type d'initiative. Et donc, il faut absolument laisser ce côté, ce jaillissement d'initiative. Et rien ne serait pire, effectivement, de bloquer tout de suite parce que ce n'est pas dans la bonne case. Mais au bout d'un moment, il faut accompagner. Et c'est vrai que souvent, c'est assez vite parce que ça, sinon, use les meilleures volontés. Et c'est là où je pense que l'État, nous avons compris, je pense qu'il était vraiment nécessaire qu'on soit en accompagnement et avec des dispositifs adaptés, spécifiques à chaque initiative. C'est pour ça qu'on est en interministériel sur tout ce qui est politique de la ville, politique de développement rural, de cœur de ville. On est vraiment à se dire qu'il faut avoir une réponse qui est multiple de l'État, qui n'est pas simplement la case culture. Et dans la case culture, il faut que ce soit une case qui soit la case la plus souple possible et adaptée possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il faut aussi qu'il y ait des liens avec parfois, évidemment, l'enseignement supérieur, avec le travail, avec la cohésion des territoires. Donc, c'est là où c'est pas toujours évident de coordonner les politiques, mais en tout cas, nous, on a la volonté de le faire. On le démontre avec cette structuration un peu d'un label tiers-lieu, et ensuite des équipes sur le terrain qui auront le pouvoir, en tout cas nous au niveau du ministère de la Culture, c'est très clair, le pouvoir de prendre des décisions d'accompagnement, même si ça ne rentre pas dans toutes les cases classiques qui étaient les cases ou qui sont les cases habituelles d'accompagnement des initiatives locales. Autre question, autre témoignage ou question à nos intervenants dans la salle. Monsieur, madame. Oui. Ah. Vous ne voulez pas poser de questions? Bonjour. Donc Laure Barbazan, Fabic, c'est Fabrique d'innovation culinaire. Nous, c'est un tiers-lieu sur les métiers du culinaire à Montpellier. Et là, j'ai une question sur la formation des métiers CAP pâtissier, boulanger, cuisine, qui sont des métiers en tension, sauf qu'il y a un vrai embouteillage, que ce soit sur la formation initiale et aussi sur les formations d'adultes en reconversion, qui, eux, veulent créer des entreprises alimentaires, mais qui ne se forment sur YouTube. Est-ce que ça, du coup, il y a des choses prévues pour des formations plutôt des métiers manuels, et notamment dans des secteurs en tension? Oui, en fait, donc là, aujourd'hui, je vous parle des campus connectés, mais en fait, il y a énormément d'initiatives sur ce principe-là. On a les cœurs de territoire du CNAM qui vont être sur ce même principe et qui vont être avec de l'apprentissage et qui vont toucher un certain nombre de secteurs en tension. C'est l'idée qui est portée, que nous portons aussi avec Jean-Michel Blanquer et avec Muriel Pénicaud, d'avoir ces campus d'excellence où on va pouvoir au travers de grandes typologies de métiers ou de grands champs, obtenir finalement des diplômes du -3 au +5, parce que ce qui intéresse aujourd'hui beaucoup les jeunes, et on le voit, c'est de travailler dans un certain secteur. Et c'est très difficile de leur demander si, a priori, ils veulent le faire au niveau du bac, au niveau d'un BTS, au niveau d'un DUT, au niveau d'un diplôme d'ingénieur. C'est dur pour eux de se projeter forcément d'emblée sur un bac +5. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, là, on va regrouper toutes les formations qui mènent à de grands secteurs d'activité. Et puis, vous verrez, en fonction de vos goûts, de vos aptitudes, jusqu'où vous allez. Et en tout cas, on vous aidera à aller le plus loin possible. Donc, le principe, vraiment, de ces lieux,
d'excellence dans tous les cas, hein, parce que je tiens vraiment à le dire, et vous l'avez rappelé, monsieur le maire, c'est pas des sous-étudiants, c'est pas des sous-diplômes, c'est pas de la sous-formation, hein, c'est vraiment des lieux dans lesquels on donne plus à ceux qui ont besoin de plus, et on donne là où les jeunes sont ces possibilités de formation. Oui. Mais donc oui, ça a vocation bien sûr à se développer sous toutes ses formes, y compris sur des métiers en tension que vous évoquiez. Dernière petite question, oui. Elefthérios Kechejoglou, directeur du plus petit cirque du monde à Bagneux, dans un quartier politique de la ville. Bon, je suis très content évidemment que le ministre de la Culture et de l'Éducation soit dans cet esprit tiers-lieu, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'éducation et la culture qui peuvent aussi donner un esprit plus durable dans ces tiers-lieux. Et je pense notamment aussi à la formation, parce que c'est des aventures spontanées, mais il y a un besoin de formation, parce qu'aujourd'hui, je pense que plein de jeunes peuvent être créateurs de tiers-lieux, peuvent être créateurs des valeurs d'une économie sociale solidaire, tout en garantissant l'excellence artistique. Donc le dernier point que je voulais dire, c'est que ces jeunes artistes, par exemple aujourd'hui, peuvent être accompagnés pour pouvoir animer des tiers-lieux et pouvoir créer toujours de façon excellente. Je pense qu'on ne peut plus opposer aujourd'hui immersion dans les territoires, action artistique et création, parce que y compris dans les besoins du territoire, mais y compris dans le développement des métiers artistiques. Nous sommes un pays qui est le premier au monde dans plusieurs secteurs artistiques, mais nous avons besoin aujourd'hui d'aller de loin. Donc, pour terminer, je pense que les tiers-lieux, ce sont des lieux aussi d'excellence et de formation pour les artistes, mais aussi des liens avec les entrepreneurs et le monde réel du territoire. Et aller à Bagneux, au plus petit cirque du monde, avec son chapiteau de Patrick Bouchin, qui est très beau. Merci beaucoup pour cette profession de foi qui clôt cette dernière table ronde. On peut remercier, applaudir très fort l'ensemble des intervenants. Ça applaudit fort dans les tiers-lieux. Merci à vous tous.